tu l'as compris, ici, l'analyste, il a envie de s'amuser ou peut-être qu'il avait en face de lui un candidat qui était bon. Je ne suis pas sûr que le candidat en question, ait pu survivre. Ici, il faut comprendre la psychologie de l'analyste, il veut être rassuré. Je le dis tout le temps, la stratégie du menu. Bienvenue dans ce format, je m'appelle Ilyes Baba, j'ai 9 ans d'expérience en M&A en passant par Lazare et Barclays et aujourd'hui, on corrige un entretien réel. Ça sera celui de la Société Générale. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines corrections. Si jamais tu cherches un stage en M&A, je t'invite à te rendre sur le site elio.com. Tu pourras décrocher le tien en moins de 3 mois et d'ailleurs, le compte rendu qu'on va corriger aujourd'hui est un extrait de la base de données d'Elio. On peut commencer par la partie technique et puis on passera sur la partie fit, même si tu le sais en entretien, ça sera plutôt l'inverse. Question numéro 1, quel est l'impact sur le compte de résultat pro forma d'une acquisition financée 100% en cash? Je trouve que l'analyste, il va un peu fort parce que la question n'est pas facile, je dirais d'une difficulté moyenne et en plus elle est un peu ambiguë et demande de la clarification de la part du candidat. Voici comment j'aurais répondu à la question. Première chose, clarifier. Est-ce que vous voulez que je parcours tous les éléments du compte de résultat ou est-ce que je voulais que je me concentre uniquement sur le résultat net? Si jamais on vous demande de faire le compte de résultat pro forma par rapport dans son entièreté, là, il faudra répondre qu'il faudra sommer ligne par ligne en tenant compte des opérations interco. Dis-moi si c'est pas clair en commentaire, je pourrais développer ce point. Et aussi en tenant compte des synergies potentielles. Si jamais l'analyste vous demande de vous concentrer uniquement sur la partie bénéfice par action, là, il faut savoir qu'il faut sommer les résultats nets, tenir compte des synergies potentielles et diviser par le nombre d'actions de la société qui achète. Ça, c'est le niveau de réponse numéro 1. Mais attention, il y a un piège. Dans les deux cas, et surtout dans l'environnement de taux actuel, il faut tenir compte d'un élément, je ne sais pas si tu l'as, mais c'est le cash. Imaginons qu'on achète une société qui vaut 100, donc on aura au niveau du cash de la société qui achète, il y aura plus ce 100 qui peut-être rapporter peut-être 2 ou 3%. Ces 2 ou 3%, il faudra les retirer, et là attention encore, post-taxe quand tu vas sommer. Donc, je te donne un exemple. Imaginons que le résultat de A, c'était 10, le résultat de B, la société cible, c'est de 5. Donc, résultat consolidé, ça sera 10 plus 5. Mais il faudra retrancher à 2%, imaginons que ça rapportait 2%. 2% fois les 100, donc 2, mais post-taxe, donc 1 moins le taux d'intérêt, 1 moins le taux d'imposition. Voici un peu des éléments de réponse. Dis-moi en commentaire si c'est clair pour toi. On passe à présent à la question numéro 2. Question numéro 2, et là je me rends compte que l'analyste il veut vraiment s'amuser et s'éclater pendant cet entretien, puisqu'il ne pose pas des questions classiques. Je te lis la question. Vous avez un multiple d'EBITDA de 10 et un EBITDA de 100 millions. Comment ajustez-vous ce multiple si la société a 30 millions de loyers opérationnels? On va parler quelque sorte d'un monstre en entretien, l'IFRS 16. Je trouve cette question sincèrement un peu compliquée parce que ça va clairement discriminer les gens qui ne connaissent pas l'IFRS 16, même si c'est une notion importante à connaître pour un entretien en large cap. Si jamais c'est une notion qui n'est pas claire, n'hésite pas à te rendre sur elio.com. Il y a tout un module, un chapitre extrêmement détaillé qui traite de cette question. Pour répondre à la question de la Société Générale, soit on a l'EBITDA ou les données qu'on nous donne, ce sont des éléments pré-IFRS 16. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le loyer, les 30 millions, sont déjà dans la structure de coût. Ce n'est pas ce qu'on souhaite en IFRS 16. Et donc, on va les rajouter. On va se retrouver avec un EBITDA post-IFRS 16 de 130 millions. L'IVI est de 1000, c'est les 10 fois 100. Et donc, il faudra refaire le calcul, 1000 sur 130. Il faudra aussi s'assurer que le set de comparables qu'on a, si jamais on est en train de faire
euh, de la valorisation que ils sont post-IFRS 16. Si jamais les données ou l'EBITDA qu'on a, il est post-IFRS 16, et dans ce cas-là, l'EBITDA est déjà dans le bon format et il n'y a rien à faire. S'agissant de l'IFRS 16, si jamais tu vises le large cap, et en particulier quelques maisons que je ne citerai pas ici, euh, je t'invite vraiment à développer ce point parce que certaines boutiques et même des bulge brackets adorent poser ce genre de questions. Je passe à la question numéro 3. Tu l'as compris, ici l'analyste, il a envie de s'amuser ou peut-être qu'il avait en face de lui un candidat qui était bon. Donc la difficulté ne va pas diminuer. Je te lis la question. Un fonds acquiert une société cotée à 100 euros par action, offre 120 dans le cadre d'une OPA. Que peut-il se passer ensuite sur le marché? J'adore cette question et honnêtement, je la posais souvent en entretien. Elle permet de tester au-delà des cours théoriques que le candidat a pu lire ou apprendre s'il a vraiment une culture financière. Dans ce cas-là, la réponse qu'il faut donner, c'est on a 3 cas de figure et on ne sait pas lequel va se produire. Soit le cours est inchangé, soit on va s'approcher des 120, légèrement en dessous, soit on va être au-dessus des 120. Et chaque réaction correspond à un cas de figure. La réponse que je recevais souvent en entretien, c'est que le cours va s'ajuster à 120, mais ce n'est pas la seule option. Expliquons maintenant pour chaque réaction à quelle réalité du marché cela correspond. Si le cours ne bouge pas, donc on reste à 100, ça veut dire que le marché pense que l'opération ne se produira pas. Si le cours de bourse s'approche des 120 et légèrement en dessous, ça veut dire que le marché croit que l'opération va se produire. Et si tu veux le savoir, pourquoi il y aura un petit léger delta, c'est un peu le coût de, le coût de l'argent entre le moment où l'opération est annoncée et au moment, on va dire, de livraison. Troisième point, on est au-dessus, c'est-à-dire que le marché pense que l'opération va se produire, mais il y aura quelqu'un qui va surenchérir et que l'opération se passera au-dessus des 120. Pour mieux comprendre pourquoi il peut y avoir ces 3 réactions et d'où cela vient d'un point de vue conceptuel, je t'invite vraiment à creuser, en tout cas à comprendre la chronologie d'une OPA ou d'une offre publique. Ça te permettra de comprendre pourquoi on se place en dessous, pourquoi il y a ces 3 possibilités, et aussi les différents seuils. C'est un sujet fascinant, que ce soit en M&A ou ICM, ou en tout cas, c'est des sujets que j'aime beaucoup. Et je t'invite vraiment à monter en compétences. Ça pourrait te faire gagner en entretien. Euh, En tout cas, ça t'aurait permis de répondre à la question si tu passais l'entretien avec la Société Générale. On passe à la question suivante. Là, l'analyste, il emmène le candidat sur le terrain du LBO. Je te lis la question. Vous devez générer un TRI de 25% avec un plan d'affaires donné. Comment déduire l'entrée d'equity value cible? J'aime bien cette question et on voit que l'analyste, il est fidèle à lui-même. Il reste sur des questions compliquées. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'analyste, il demande juste avec des mots un peu savants et il essaie un peu d'embrouiller le candidat parce que finalement, ce qu'il lui demande, c'est est-ce qu'il peut lui expliquer comment fonctionne une valorisation par LBO? Pourquoi? Je vais en profiter pour clarifier le fonctionnement global et ça répondra à la question de façon indirecte. Pour un LBO, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on a un TRI cible. Là, en l'occurrence, on a 25%. Ça veut dire que on dispose d'un TRI cible. On dispose d'un BP, imaginons qu'on a sur 5 ans, et donc en prenant une hypothèse sur la valorisation à la sortie, par exemple les 10 fois l'EBITDA, on a l'IVI à la sortie. En partant de l'IVI et en faisant le bridge, on va avoir l'equity de sortie, et on peut faire le bridge puisqu'on a le BP, donc on a pu projeter aussi la dette, le cash, etc. Donc, on dispose de l'equity de sortie. Je simplifie, il n'y a pas forcément de mouvement ou de dividende recap ou de dividende d'opération au cours de la vie du LBO. Il y a juste un chèque à la sortie. Je dispose d'un TRI. Et on sait que si tu poses la formule du MOM ou du TRI, tu sais qu'il y a un lien direct entre le TRI et
l'equity d'entrée et l'equity de sortie. Je prends l'exemple, le MOM, s'il n'y a pas de flux intermédiaire, c'est l'equity de sortie sur l'equity d'entrée. Et tu sais qu'il y a un lien entre le MOM et le TRI. Donc, si on dispose du TRI cible, de l'equity de sortie, ça devient juste un exercice mathématique, une équation à résoudre pour retrouver l'equity d'entrée. Et si on a l'equity d'entrée et qu'on a aussi de la dette, on peut trouver les J, on peut calculer les multiples, etc. Donc ici, la question, c'est juste, est-ce que tu peux m'expliquer la valorisation par LBO? Et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'y arrivent pas, bien même qu'ils comprennent le fonctionnement d'un LBO paper. Moi, je dirais qu'il y a 3 niveaux de difficulté par rapport au LBO. Le premier, c'est de comprendre comment il fonctionne. Le deuxième, c'est d'être capable de faire un LBO paper. Et une fois qu'on sait le faire, d'être en mesure d'expliquer la valorisation par LBO. N'hésite pas à t'exercer dans un premier temps sur papier et dans un deuxième temps en faisant l'exercice complet sur Excel. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te partage un template de LBO modèle. On arrive à la fin des questions techniques. Je ne sais pas si tu as survécu. Je ne suis pas sûr que le candidat en question ait pu survivre. Je ne sais pas s'il lui a posé des questions compliquées parce qu'il était au niveau, ou est-ce que juste l'analyste, ce jour-là, voulait s'amuser. On passe maintenant aux questions fit. L'idée étant de te donner des éléments de réponse pour que tu puisses répondre à l'entretien si jamais tu passes avec la Société Générale. Première question, parlez-moi de vous en 2 minutes. Question classique en entretien. D'ailleurs, dès que si tu passes des entretiens M&A, tu sais que tu en auras, que c'est la première question à laquelle il faudra répondre. J'espère que tu es prêt. Je te donne quelques conseils. Première chose, il faut être structuré. Deuxième chose, je le dis tout le temps, la stratégie du menu. C'est quoi la stratégie du menu? Tu arrives dans un restaurant, imagine que le serveur te déroule tout le menu avec tous les ingrédients, avec toute la composition nutritionnelle. Tu vas être blasé. L'idée, c'est de donner juste les titres et de laisser l'analyste ou le recruteur en face choisir. Voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Si jamais vous souhaitez que je développe ce point, je pourrais y revenir par la suite, etc. Ça donne tout de suite un cadre plus structuré et ça te permet de rester dans les 2 minutes. L'idée, c'est vraiment de ne pas déborder et garde-le en tête. Si jamais on te dit en entretien, fais quelque chose en 60 secondes, il faut que tu respectes la consigne à la lettre. Si tu n'es pas capable de le faire en entretien, tu ne seras pas en mesure de le faire pendant le stage. Je passe à la question numéro 2. Pourquoi avoir choisi la banque d'affaires plutôt qu'un autre métier en finance? Alors, ça dépendra fortement de ton CV, mais je te donne quelques éléments de réponse. Il faut que tu arrives rapidement à convaincre le recruteur ou l'analyste en face et de ne laisser aucun doute. Moi, ce que je préconise dans ce cas-là, c'est peut-être de jouer sur 2 tableaux. Le premier, c'est un tableau plutôt émotionnel, de dire, bon voilà, j'apprécie la banque d'affaires, le M&A, parce qu'il y a ça, 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 ça. Et moi, c'est juste une appétence personnelle. Ça te permet déjà de montrer que tu comprends exactement le métier, et après, personne ne peut t'en vouloir de dire que c'est ton appétence personnelle. La deuxième partie de la réponse, c'est de montrer que tu as fait le travail, de dire, j'ai discuté de façon méthodique. Au début, vu mon parcours, j'étais intéressé par le métier A, le métier B et le métier C. Pour me décider, j'ai discuté avec 10 personnes, plusieurs personnes qui travaillaient en A, plusieurs personnes B et C. Et à l'issue de ces discussions, je sais qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je souhaite faire. Et ça, personne ne peut vous piéger par la suite parce que vous avez fait le travail et votre réponse est très structurée. Je passe à la question numéro 3. Qu'est-ce qui vous attire dans notre équipe par rapport à d'autres banques? Si tu suis jusqu'à présent, je pense que tu peux anticiper la réponse que je vais donner. L'idée étant de montrer que tu as fait le travail.
Première chose que tu as déjà discuté avec des gens de la banque. Deuxième chose que tu as déjà discuté avec d'autres banques et tu comprends un peu la différence entre la Société Générale et Lazare, la Société Générale et BNP, etc. Ici, c'est ton moment pour montrer que tu comprends l'équipe. Société Générale, qu'est-ce qui la différencie? Première chose, c'est une banque à bilan, donc ce n'est pas la même chose que Lazare où c'est un pure player. Aussi, c'est une banque française, et ça va différencier aussi en matière ça va aussi la différencier en matière de deal, en matière de structuration, en matière de culture. C'est pas du tout la même chose d'entrer dans une anglo-saxonne en matière de culture et d'hiérarchie que d'être dans une banque française. C'est vraiment le moment où tu dois montrer que tu comprends tous ces enjeux-là de culture, etc. et de clôturer par dire, bah, moi je m'identifie plus dans ce schéma-là, le schéma de la Société Générale, où il y a une culture française, il y a une forte implication du stagiaire, il y a une synergie entre les équipes M&A et les équipes de financement, ce qui permet de placer la Société Générale sur des deals d'envergure, etc. Question numéro 4, quel a été le projet ou stage le plus formateur pour vous jusqu'à présent? Pareil, ça dépendra de ton histoire. Essaye, si tu le peux, de prendre des expériences et je dirais, de les présenter pour un angle flatteur pour des métiers du M&A. Si tu as travaillé sur des métiers où tu as dû être autonome, c'est quelque chose à mettre en avant. Si tu as travaillé sur des stages où tu as dû avoir une énorme charge de travail, travailler sous stress, il faut le mettre en avant également. En tout cas, ici, il faut comprendre la psychologie de l'analyste. Il veut être rassuré euh, que tu aies développé les compétences nécessaires pour être un bon stagiaire. Question numéro 5. Vous avez le choix entre deux offres, une en conseil en stratégie, une en M&A. Laquelle choisissez-vous et pourquoi? Là encore, si tu as fait les choses dans le bon ordre, que tu as déjà discuté avec les gens, etc., tu peux répondre facilement à cette question. Faut, faut absolument pas dire que tu hésites entre les deux ou tu hésiterais. Il faut répondre droit dans les yeux. Je prendrai d'abord l'offre en conseil, l'offre pardon en M&A. Tu peux te permettre même une boutade en disant que sincèrement, c'est un cas qui paraît irréaliste parce que tu ne passes pas des questions en conseil en stratégie et ça ne t'intéresse pas. Mais si dans un cadre hypothétique ça arriverait, tu prendrais bien sûr le M&A et tu peux développer s'il le souhaite. Développer, moi je te donne mes propres raisons. Je trouve que le M&A c'est un équilibre parfait entre l'aspect business et l'aspect plutôt finance, etc. Chose que tu ne vas pas forcément retrouver en conseil en stratégie. Et toi, tu as plus une appétence pour la partie finance. Et à toi de développer ce point en fonction des différentes interactions que tu as eues avec les banquiers. Et sincèrement, si toi, aujourd'hui, tu hésites entre les deux métiers, n'hésite pas à discuter avec les gens en M&A et les gens en conseil en stratégie et d'avoir un avis propre. C'est ce qu'on attend de toi pour l'entretien. Encore deux questions. Citez-moi un deal récent que nous avons conseillé. Que pouvez-vous m'en dire? Question classique, avant de passer un entretien, regarde le, regarde les league tables, regarde les deals sur lesquels ils ont travaillé. Si jamais ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Je te ferai un guide pour savoir comment trouver ces informations de façon gratuite. Dernière question, qu'est-ce qui nous distingue selon vous de nos principaux concurrents? Là, c'est juste une autre façon de reformuler la question précédente, nous versus les autres. Tu as dû faire le travail et tu dois maîtriser et sortir un peu du jargon qu'on attend de toi. Société Générale, banque à bilan, banque française, des synergies entre les métiers, culture française également, très hiérarchique, etc. C'est le moment pour que tu euh, présentes ça. Et il y a une blague qui me tourne en tête, il ne faut pas juste dire que c'est juste la couleur, parce qu'il faut savoir, il y a toujours une rivalité entre le rouge et le bleu de BNP. Ça, c'est une blague pour les intimes.
On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle était utile pour toi. Dis-moi en commentaire si ça t'a permis de décrocher ton stage à la Société Générale ou ailleurs. Avant de partir, j'ai besoin de toi pour deux choses. La première, dis-moi en commentaire si tu souhaites que la prochaine fois qu'on sépare la partie fit de la partie technique et aussi si tu souhaites qu'on inverse l'ordre. Deuxième point, si tu souhaites que je corrige ton compte rendu, n'hésite pas à me l'envoyer. Je te laisse un formulaire dans la description. Pense à t'abonner et si tu cherches un stage en M&A, rends-toi sur elio.com, tu pourras décrocher le tien en moins de 3 mois. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon courage et d'ici là, prends soin de toi.